Une première chose que je voulais vous dire en préambule, c'est que je suis un enseignant-chercheur, un chercheur, et que je n'ai aucun bénéfice à parler de l'intelligence artificielle. Je ne suis en rien lié à un quelconque éditeur d'intelligence artificielle, et donc c'est de manière très confortable et très détachée que je peux vous parler de ces différentes technologies. Un deuxième point, c'est que en tant que chercheur, je ne suis pas un oracle. Je ne suis pas là pour répondre à des interrogations que vous auriez sur un choix quelconque à opérer. Il y a un certain nombre de questions que vous vous posez. Je vais vous apporter des éléments pour pouvoir répondre à ces questions. Mais je ne fournirai pas une réponse toute faite. Je ne suis pas McKinsey non plus. Je ne suis pas un prophète. Dans l'intelligence artificielle, qui n'est pas une discipline aussi récente que ça, elle est plus vieille que les sciences de l'information et de la communication, par exemple, même si on a l'impression que c'est quelque chose de récent. L'intelligence artificielle, on a un certain nombre de gens qui, au cours des années, au cours des décennies, ont dit dans 15 ans, dans 20 ans, ça va être comme ceci, ça va être comme ça. Moi, je ne vais pas jouer au jeu des pronostics. Tous les gens qui le font se trompent. Je suis là simplement pour essayer de vous apporter quelques éléments de réflexion et essayer de vous aider éventuellement à vous faire une idée et à savoir ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle, ce que vous ne pouvez pas faire avec l'intelligence artificielle, et surtout essayer de sortir un peu d'un mythe, d'une boîte noire qui pourrait tout et qui serait capable de faire à peu près tout ce qu'on lui demande. Ce n'est pas le cas. Alors je vais commencer par quelques chiffres. Ne soyez pas effrayés par cette profusion de chiffres. Il y en a quelques-uns qui sont des choses que vous connaissez probablement et puis d'autres qui sont plus légères. Je me suis basé essentiellement sur des chiffres de l'ARCEP et des chiffres d'Ipsos. Alors, une première chose, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle en France, en 2023, donc quelques temps après l'arrivée de ChatGPT dans le grand public, ça représentait environ les usages de 20% des Français. En 2025, on est à pratiquement 48%, pratiquement 50% des Français qui utilisent l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, on dépasse très probablement un Français sur deux qui a un usage fréquent de l'intelligence artificielle. Dans la même étude, on sait que 85% des 18-24 ans, en 2025, utilisent l'intelligence artificielle, et il y a un focus particulier sur les jeunes dans le cadre de ce congrès, donc c'est un chiffre qui est intéressant. Le sondage Ipsos BVA, qui est un petit peu plus récent, indique que 86% des 18-25 ans, on n'est plus sur les 18-24, mais les 18-25, donc il y a toujours ce problème des chiffres et de la possibilité qu'on a de se baser dessus qui s'affirme. 86% des 18-25 ans sont des utilisateurs réguliers et 94 des 17-18 ans. Dans les années qui viennent, j'ai dit que je ne serais pas un prophète, mais on peut quand même assez facilement indiquer que dans les années qui viennent, l'ensemble de la population jeune, toute fracture numérique mise à part, sera confrontée à un usage pratiquement quotidien de l'intelligence artificielle consciente. Il y a un certain nombre de chiffres qui me paraissent aussi relativement importants à signaler, c'est que la moitié des jeunes utilisent l'IA pour avoir des contacts personnels ou personnalisés avec l'intelligence artificielle et donc considèrent l'intelligence artificielle comme une entité suffisamment personnalisée que pour pouvoir établir des relations personnelles avec elle. Le niveau de confiance qui est développé par ces jeunes face à l'intelligence artificielle est aussi relativement élevé. 56% des jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle pensent que les échanges qu'ils ont avec leur intelligence artificielle sont secrets, sont confidentiels. Et ce n'est pas le cas.
51% de ces jeunes pensent que l'intelligence artificielle est en mesure de vérifier la confidentialité des échanges qu'ils peuvent avoir avec elle. C'est encore moins le cas. Pardon. Alors, il faut savoir ce que l'on entend par intelligence artificielle. Étymologiquement, on a essayé de définir l'intelligence artificielle en parlant d'intelligence, et intelligere, je suis un philologue classique, veut dire comprendre. Ça ne marche pas. L'intelligence artificielle ne comprend pas. Elle n'a pas de sensation de compréhension des énoncés qu'on lui propose, et pas plus de compréhension des énoncés qu'elle exprime. On a le célèbre, en tout cas relativement célèbre exemple de la comparaison de la taille des œufs de poule avec les œufs de vache, pour lesquels l'intelligence artificielle indique sans sourciller que les œufs de vache sont forcément plus gros que les œufs de poule, la taille de l'animal étant prise en compte. N'essayez plus ce type de demande face aux intelligences artificielles. Quand on constate ce type de problème, les éditeurs immédiatement proposent des compléments, des correctifs pour éviter les problèmes rencontrés. On a également un certain nombre de tentatives qui viennent du marketing d'utiliser le terme intelligent. Vous avez tous des smartphones, j'imagine, la plupart d'entre vous en tout cas. Ce qu'on traduit en français par un téléphone intelligent, on ne le dit pas souvent, mais en tout cas, c'est la traduction immédiate. En réalité, le terme smart, qui est utilisé énormément, qui est utilisé comme slogan un petit peu, qui marche avec le téléphone, la ville, la voiture, la maison, le compteur. Vous avez un Linky intelligent chez vous. Intelligent, ça veut simplement dire qu'il est connecté. Connecté à Internet, ça veut dire intelligent. On peut en douter. Et puis, on a aussi une fascination des médias pour tout ce qui est intelligence, avec le fantasme d'une identité pensante et la projection des films d'anticipation. Et la presse va utiliser de nombreux termes anxiogènes. L'IA va-t-elle nous remplacer ? L'IA aurait un agenda pour remplacer l'humain. Non, l'IA n'a pas d'agenda, elle n'a pas de conscience de soi et elle ne sait pas ce qu'elle veut, puisqu'elle ne veut rien en dehors de répondre aux demandes qu'on lui fait. Donc non, l'IA ne va pas dominer le monde, mais elle peut contribuer à dominer le monde et dans l'usage que certains pourraient en faire. Alors, je vous ai dit que l'IA était une discipline qui commençait quand même à être relativement ancienne. En tout cas, elle est plus ancienne qu'on ne peut le croire. Les premiers balbutiements de l'IA, c'est la Deuxième Guerre mondiale et l'utilisation de systèmes de calcul pour effectuer des tâches qui sortent du calcul spécifique. Transformer la calculatrice en quelque chose qui fait autre chose que du calcul. Donc essentiellement de la traduction et des tentatives de décodage de codes secrets. Le premier usage du terme intelligence artificielle dans un cadre scientifique remonte à la conférence de Dartmouth aux États-Unis, et c'est en 1956 qu'on utilise Artificial Intelligence. Probablement un mauvais terme pour déterminer une tentative d'imitation de ce que l'être humain peut faire. Au cours des différentes décennies qui se sont succédées après, il y a eu des moments où l'intelligence artificielle était très prometteuse et des moments où l'intelligence artificielle était en gel complet, en recul, et où il ne fallait certainement pas utiliser le terme intelligence artificielle. Catherine, tout à l'heure, a dit que j'avais fait du traitement automatique des langues dans les années 90 et 2000. C'était de l'intelligence artificielle, mais il ne fallait pas le dire. Ce n'était pas à la mode. En tout cas, dans le cadre de la pratique de l'intelligence artificielle, une des ressources essentielles que l'on mobilise, c'est toujours la donnée. On se base toujours sur des
masses de données, et des masses de données toujours de plus en plus grandes, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a une phase d'accélération de l'intelligence artificielle parce que la puissance des ordinateurs auxquels on est confronté rencontre les besoins des logiciels et des algorithmes qui ont été créés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? On a tous un certain nombre de choses qui nous viennent à l'esprit, mais en fait, dans la pratique réelle de l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et Enigma, je viens de vous en parler pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tentatives de décryptage d'Enigma, c'était de l'intelligence artificielle. Utiliser un correcteur orthographique dans Word, c'est de l'intelligence artificielle. En tout cas, pour la partie grammaticale. La recherche d'informations, utiliser Google, et on se rendre compte que le terme qu'on a mis dans notre fenêtre de recherche, on ne le retrouve pas dans la page qui est proposée comme réponse, c'est parce qu'on utilise une intelligence artificielle. Deep Blue qui bat Garry Kasparov en 97 aux échecs, ou le système AlphaGo qui bat différents champions de Go entre 2015 et 2016, c'est de l'intelligence artificielle. Les systèmes de reconnaissance vocale, vous avez peut-être utilisé Siri à une époque sur vos téléphones portables, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, des outils comme ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle. Midjourney, qui est capable de proposer des images qui correspondent plus ou moins à ce qu'on demande, c'est de l'intelligence artificielle. Whisper, qui est capable de reconnaître le son qu'on lui propose et de faire de la transcription automatique. Et du sous-titrage de films, c'est de l'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle saupoudrée dans énormément des activités que nous pouvons avoir sur des outils numériques et en particulier des outils numériques en ligne. Il faut aussi comprendre qu'il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a une intelligence artificielle dite symbolique, et là, en fait, ce sont des humains qui proposent des règles et des contenus, des dictionnaires et des grammaires à l'ordinateur et qui lui disent quand tu rencontres tel phénomène issu de tel dictionnaire, effectue telle tâche ou corrige de telle manière ou souligne tel élément de texte parce que ça correspond à la règle ou que ça ne correspond pas à la règle, parce qu'on veut que tu construises une phrase comme ceci ou qu'on ne veut pas que tu construises une phrase comme cela. C'est l'intelligence artificielle telle que moi, je l'ai mise en œuvre dans les années 90 et 2000. C'est le système qui vient à l'heure actuelle en complément quand nos systèmes d'intelligence artificielle rencontrent des problèmes et qu'on signale au système que non, des œufs de vache, ça n'existe pas. Là, on ajoute une règle prévue par un humain pour faire comprendre à l'ordinateur qu'il y a des choses spécifiques. Puis il y a l'intelligence artificielle basée sur les données. Et là, on donne aux ordinateurs d'énormes masses de données pour qu'ils repèrent des phénomènes qui se répètent très souvent et qu'ils appliquent des quantités statistiques à ces phénomènes en disant on rencontre tel phénomène et tel autre phénomène en proximité. À 98% de cas, ça va être telle réponse qui doit être donnée, etc. Donc on a des grandeurs statistiques d'un côté, avec l'IA basée sur les données, et des grandeurs réglementaires basées sur les symboles d'un autre côté. Et comme je vous l'ai dit, ce qui marche le plus efficacement possible dans un temps court, c'est la partie données. On fait travailler l'ordinateur, il propose lui-même ses règles et ça marche très bien. Mais on a besoin, de manière hybride, on a besoin de corriger les erreurs statistiques qui peuvent être faites. Donc on propose des compléments à ce mode de fonctionnement. Donc il ne faut pas croire qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, c'est uniquement un ordinateur.
C'est effectivement un ordinateur, c'est un ensemble de données, et ces données, elles sont produites par des humains, comme vous et moi, d'ailleurs, par vous et moi. Et puis, il y a aussi un certain nombre de compléments de règles qui, elles, viennent directement d'êtres humains pour corriger les erreurs qui sont effectuées par le système de manière automatique. On distingue aussi deux types d'intelligence artificielle. On appelle une intelligence artificielle complète ou forte. Ça, c'est l'intelligence artificielle des films d'anticipation. Une intelligence artificielle qui est un être pensant et qui, par lui-même, va se débrouiller pour apprendre des choses, pour faire des choses qu'on ne lui a pas apprises mais qu'elle va apprendre toute seule, et puis qui est capable de faire tout et n'importe quoi à votre place ou à la mienne. Ça n'existe pas. Pour l'instant, ça relève du niveau de la croyance. Et puis, il y a des intelligences artificielles faibles, c'est celles que l'on connaît aujourd'hui. Il y a effectivement un algorithme qui apprend. En fait, il y a un algorithme que l'on entraîne sur un ensemble de données. Et puis, une fois qu'il s'est bien entraîné et qu'il a atteint un seuil suffisant de capacité pour se débrouiller, eh bien, on le met à disposition. ChatGPT, c'est ça. Et ChatGPT n'apprend pas de manière naturelle et complète à mesure que qu'on l'interroge. Il collecte de l'information et on peut utiliser cette information pour le réentraîner par la suite, mais il n'apprend pas en temps réel. Et puis surtout, il est capable de faire tout un tas de choses, mais pas tout et n'importe quoi. Essayez de demander à ChatGPT de nouer vos lacets. Vous n'aurez pas de résultats probants. Dans l'univers de l'intelligence artificielle et plus globalement dans le domaine de l'informatique, on travaille beaucoup en modélisation. L'intelligence artificielle crée ses propres modèles. Qu'est-ce que c'est qu'une modélisation? C'est une forme de rationalisation d'une réalité. Alors, quand j'ai dit ça, je ne vous ai peut-être pas expliqué grand-chose. En fait, c'est essayer de trouver, dans une réalité qui est complexe, la règle ou l'ensemble de règles le plus simple possible, qui se rapproche le plus possible de cette réalité. Ce qui permet de s'en emparer, et ce qui permet éventuellement de proposer de la prédiction sur des choses qu'on n'a pas rencontrées. Et ici, je vous propose un exemple d'un... Ça va être un petit peu de mathématiques, mais très peu. Un exemple très simple d'un système d'apprentissage et de prévision qui est utilisé en intelligence artificielle depuis les années 60 et qui est encore utilisé à l'heure actuelle, massivement. C'est ce qu'on appelle le principe de régression linéaire. Alors on se base sur des données dont on connaît déjà la nature. Vous avez ici quelques données liées à des prix d'appartements. Alors on n'est pas dans des appartements parisiens, vous allez voir que les tarifs sont quand même plus légers. Et on a d'un côté la surface de l'appartement et d'un autre côté le prix. Il a fallu que ces données soient identifiées. Si on cache cette partie-là, on ne sait pas à quoi ça correspond. Il faut effectivement qu'on connaisse la nature des informations. Et puis on va projeter ces données sur un graphe. Quelque chose de complètement géométrique. Alors ici, je me contente de 2 types de données. On pourrait très bien en avoir 3 types, 4 types, 5 types. Et on regarde quel est le prix d'un appartement en fonction de sa surface. Et on projette les données sur ce graphe. À 60 mètres carrés, j'ai un appartement à 200 000 €. À 100 mètres carrés, j'ai un appartement à 450 000 €, etc. La modélisation cherche à établir une espèce de moyenne, effectivement. On trace la droite qui se rapproche le plus des tendances que l'on rencontre. Et c'est ça le modèle. C'est dire, bon ben voilà, avec ce tracé de droite, je suis capable de donner une fourchette, un environnement de valeur à chaque appartement qui sortirait de ce que je connais. Et
J'ai pas d'appartement qui fait 110 mètres carrés, mais je peux dire qu'on est aux environs de 480 000 € pour un appartement de 110 mètres carrés. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, si, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça. Parce que les données que je vous ai montrées ici, elles sont identifiées. Mais très souvent, on préférerait que les données ne soient pas identifiées, parce que ça veut dire que quelqu'un doit intervenir sur ces données. Si on a besoin d'avoir des données identifiées, c'est pour pouvoir comprendre à quelle nature d'information on a affaire. Mais on préférerait que l'ordinateur soit capable de trouver lui-même la nature de l'information à laquelle il est confronté. Et ça, on va le faire en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Alors, réseau de neurones artificiels, ça fait très cerveau. C'est abusif. Les neurones artificiels n'ont rien à voir avec les neurones biologiques. Ce sont des ensembles d'états qui sont reliés entre eux par des valeurs statistiques qui leur sont conférées en fonction de ce que l'on rencontre. Et en réalité, dans les réseaux de neurones artificiels, on fait rentrer des masses de données en disant « débrouille-toi avec ça. Trouve ce que tu veux qui te permettrait de déterminer à la fin à quoi correspond la donnée qui t'est présentée. » Et ici, on a présenté un chien. Et l'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper l'image d'un chien. Il ne sait pas que c'est un chien. Il découpe l'image en tout un tas de petits morceaux. Très petits, puis éventuellement un peu plus gros, et puis encore un peu plus gros, etc., etc. Et chacun de ces morceaux, il va les placer dans un état, un neurone artificiel. Et puis, il va essayer de rassembler les éléments les uns avec les autres et de combiner un premier élément avec un deuxième élément pour arriver à une combinaison plus importante, puis une combinaison encore plus importante, et puis, là, au final, la reconnaissance éventuelle de la distinction entre mon chien ici, mais qu'on confronterait avec un chat. Et par moment, ça va fonctionner, par moment, ça ne va pas fonctionner. Et donc, on a un principe de rétropropagation de l'erreur. Quand ça ne fonctionne pas, on revient en arrière et on diminue le poids, donc la valeur statistique, la chance de combiner différentes parties de l'image pour arriver à une reconnaissance. Et en s'entraînant sur des données, et des données, et des données, en rétropropageant des erreurs, et des erreurs, et des erreurs, il va y avoir des chemins, des circuits, des combinaisons qui vont marcher de manière beaucoup plus importante que d'autres. Et au final, après 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million de générations, de tests, on va avoir quelque chose sur lequel on peut se baser et qui donne des résultats probants. Mais ça veut dire qu'il faut quand même que quelqu'un dise qu'il y a une erreur. Et bien ça, vous l'avez tous fait. À un moment ou à un autre, on vous demande de montrer que vous n'êtes pas une machine sur un ordinateur. Et pour vous demander si vous n'êtes pas une machine sur l'ordinateur, on va vous demander de dire où sont les chiens et où sont les cookies. Alors là, j'étais quand même sur de l'image, mais des outils comme ChatGPT, comme Gemini, comme Mistral, Claude, etc., utilisent du texte. Et ben, sur le texte, on va travailler de la même manière. On va découper du texte en tables de concordance comme celle-là, et on va regarder pour un mot donné. Et là, le mot que vous avez en anglais, c'est « effect ». Et on va regarder quel est le contexte auquel on est confronté. Et on va dire, si j'ai tout
qui est précédé par started, puis qui est précédé par really, puis qui est précédé par s, puis qui est précédé par it, puis qui est précédé par that, j'ai autant de chances, pourcentage de chances, d'avoir this comme mot suivant. Et en utilisant effect, on voit que that, juste avant, est plus représenté que, par exemple, much ou full. Donc on va avoir une probabilité plus importante. Et tout ça va rentrer dans le réseau de neurones artificiels, tel que je vous le montrais tout à l'heure, pour permettre à l'ordinateur de s'emparer d'une forme de signification d'une phrase, et surtout pour permettre à l'ordinateur de proposer, en ayant sélectionné quelques mots particuliers, de trouver l'énoncé le plus correct qui correspond à une phrase humaine qui est potentiellement créable, générable par cet outil génératif. Donc on a juste de la probabilité. On a juste donné une probabilité de voir apparaître un mot en fonction d'un contexte complet. La valeur qu'il y a, la valeur qui est accordée entre deux mots, entre deux états, entre deux neurones artificiels, c'est ce qu'on appelle un paramètre. Vous avez peut-être entendu parler de modèles qui travaillent sur des milliards de paramètres, des dizaines de milliards de paramètres, des centaines de milliards de paramètres. Eh bien, c'est la taille du réseau de neurones, donc la taille des liens qui sont faits. Le réseau de neurones tel que vous le voyez ici, ça ressemble quand même pas mal à un plat de spaghettis. Mais c'est quand même envisageable. La réalité des choses, à l'heure actuelle, c'est que sur le premier niveau pour lequel on fait rentrer des données, on a des millions de petits neurones qui sont présentés. Sur le dernier niveau, on a un petit peu moins de neurones qui sont présentés, et entre les deux, on a des couches plus ou moins multiples qui sont présentées, et à l'heure actuelle, on est aux environs d'une centaine de couches. Et chaque neurone est relié à l'ensemble des autres neurones. Le plat de spaghettis devient infiniment plus compliqué, et donc c'est un des problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle en intelligence artificielle, c'est qu'on est parfaitement incapable de suivre exactement ce que la machine fait en passant d'un neurone à un autre. Il y en a trop. Alors, l'ordinateur ne connaît pas de différence entre des connaissances linguistiques, donc la capacité de manipuler une langue, et des connaissances du monde. Le même réseau de neurones, et il n'y a pas de spécificité dans son cerveau électronique, dans son réseau de neurones, pour dire ah ben ici on a des connaissances de l'univers, et là on a des connaissances du fonctionnement de la langue. C'est d'ailleurs ce qui fait que les modèles de langue comme ChatGPT, ce qu'on appelle des Large Language Models, ont un tel succès. C'est parce qu'on peut leur demander tout et n'importe quoi sur plein de choses. Mais ce n'est pas fait pour. C'est juste fait pour s'exprimer linguistiquement comme un humain. Donc quand un ordinateur vous raconte n'importe quoi factuellement, mais il ne fait pas d'erreur, lui. Il ne fait pas d'erreur parce qu'il s'exprime proprement. Il s'exprime sans faire de faute d'orthographe, sans faire de faute de grammaire. C'est tout à fait correct. Ah oui, mais l'information qu'il fournit est fausse. C'est pas grave, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Et ce sera jamais fait pour. Un modèle de langue n'est pas en mesure, technologiquement, théoriquement, de faire la distinction entre une information correcte et une information erronée. Il faut ajouter autre chose dessus. L'ordinateur fonctionne uniquement en faisant des prédictions. Le modèle de langue fonctionne uniquement en faisant des prédictions à partir d'une instruction qui lui est donnée. Il y a toujours une phase d'entraînement, donc on donne des masses importantes de données à
à la machine. Et le problème, c'est que ces masses sont très, 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 très importantes. On est sur des milliers de milliards de mots. Personne n'est en mesure de lire tout ça. Donc il n'y a pas de vérification. Les données, elles sont de qualité ou pas. La machine n'a pas de personnalité. Elle peut s'adapter dans une certaine mesure à ce que vous demandez, à votre manière de faire, parce qu'elle essaye de trouver ce qui se rapproche le plus de vos commandes, du prompt que vous avez proposé, puisque c'est à partir de ces prédictions de proximité que ça va fonctionner. Mais c'est une impression de personnalité. Il n'y a pas de personnalité derrière. Et quand on parle d'hallucination, et vous avez probablement entendu parler dans les médias d'hallucination de la part des ordinateurs, c'est juste une manière édulcorante de présenter une erreur factuelle. Et de nouveau, j'insiste sur le fait que ces erreurs factuelles ne sont pas des erreurs techniques de l'ordinateur, c'est une limitation réelle du fonctionnement, de la construction d'un modèle que l'on utilise pour obtenir des résultats qui ne sont pas prévus dans son usage initial. On fait des recherches d'informations avec ChatGPT, ce n'est pas prévu pour ça. C'est donc non pas l'ordinateur qui fait une erreur, c'est l'usager qui utilise l'ordinateur pour quelque chose qui ne devrait pas être son usage. Ça ne veut pas dire qu'on a tort, ça veut dire qu'on nous présente les choses sous un jour qui est quand même un petit peu erroné. Et donc, ça demande une réelle vigilance de votre part, de notre part. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut garder à l'esprit. Puisqu'on recourt à des grosses masses de données textuelles pour créer un modèle de langue, on va se demander s'il n'y a pas des limitations au niveau des représentations culturelles. En réalité, les éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle, ils collectent tout ce qu'ils peuvent sur Internet, et si la représentation des données qui est présentée est inégale, eh ben, tout ce qui est sous-représenté sur Internet va être sous-représenté dans la capacité des modèles à s'emparer de ces réalités. Les données en question sont prélevées sans qu'on vous demande votre avis. Ce sont des robots qui parcourent Internet, et donc les ayants droit de ces données, on n'en tient pas compte. Les acteurs, à l'heure actuelle, réagissent de manière assez violente face aux tentatives de vol des intelligences artificielles et à la capacité qu'on a de reproduire leur voix, leur visage, leurs expressions, leurs jeux, même, et à produire des contenus qui les imitent. Il y a énormément de choses qui sont dites sur Internet, et parfois, ces choses sont vraies. Ce qui veut dire que la connaissance du monde que le modèle de langue peut avoir, parfois c'est vrai, parfois c'est moins vrai. Et puis il y a tout un tas de gens qui sont mobilisés pour essayer de corriger ces données. Et il y a en particulier des fermes de correcteurs, c'est comme ça qu'ils appellent ce genre de choses, au Kenya. Et ce sont des gens qui sont sous-payés pour regarder des choses que personne ne devrait jamais voir. Par exemple, des contenus pornographiques,
voire pédopornographiques. Par exemple, des images de corps mutilés, par exemple, des contenus vraiment sans nom. Enfin, pardon ? Oui, des viols, vous avez ce genre de choses. Oui. Des vrais meurtres en direct, des choses comme ça. Et ces gens ne sont pas du tout accompagnés, ils sont sous-payés, et c'est un vrai problème. Le fait est aussi que les modèles qui sont proposés à l'heure actuelle sont des modèles où on nous dit oui, là on a 300 milliards de paramètres, 600 milliards de paramètres, plus de 1000 milliards de paramètres, 1 billion de paramètres, alors que le premier modèle ChatGPT, c'était à peu près 1 milliard de paramètres. Donc on a une course au nombre de paramètres avec des bénéfices qui ne sont pas forcément toujours en rapport. Il faut toujours plus de données, il faut toujours plus de paramètres, il faut toujours des modèles qui mettent plus de temps à être entraînés, qui proposent plus de résultats, mais qui consomment aussi beaucoup plus d'énergie, sans qu'il y ait de regard pour un résultat, un gain en tout cas dans les résultats produits. Et donc, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de gens qui parlent de plutôt se focaliser sur du smart plutôt que du big. Alors, on revient avec ce smart, cette intelligence, mais en tout cas, se focaliser sur des quantités de données moindres, un nombre de paramètres moins importants, mais des données qui soient contrôlées et qui soient plus propres, donc dans lesquelles il y ait moins d'erreurs. Donc, une qualité qui est en augmentation aussi. Et donc, on s'orienterait vers de la sobriété ou de la frugalité numérique. Alors, il y a aussi un problème, c'est la cohérence informationnelle. On a les systèmes de LLM divisent le monde en une infinité de neurones. Donc, découpent le monde en un puzzle dans lequel il y a des milliards et des milliards de pièces. Et puis, pour proposer des réponses, ils reconstituent dans cet ensemble de pièces, des petits ensembles plus limités, et on met un certain nombre de pièces les unes avec les autres. Alors parfois ça marche très bien, et puis parfois il y a des pièces incompatibles qui sont rassemblées, et donc on a des informations qui sont chacune de leur côté un peu vraies, mais qui ensemble sont complètement fausses. Et donc on a un problème de cohérence de l'information qui est inhérente au système même qui est utilisé. Et ça, c'est une des difficultés auxquelles l'intelligence artificielle est à l'heure actuelle confrontée. Alors, je vous ai déjà dit, les modèles de langue sont là pour exprimer du texte, pour exprimer des contenus, et pas pour chercher de l'information, pour proposer de l'information. C'est leur vocation. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont utilisés à l'heure actuelle, mais c'est leur vocation primaire, et donc on va quand même continuer à avoir des difficultés à ce niveau-là. Alors il y a des choses pour lesquelles ça marche bien. Il y a des synthèses textuelles qui sont faites et qui sont proposées par les outils et qui fonctionnent bien. Et puis il y a des choses qui vont fonctionner de manière un petit peu plus difficile et qui vont être plus compliquées à mettre en œuvre. Et donc les requêtes croisées, par exemple, peuvent parfois être trop complexes pour le système et produire ces incohérences informationnelles dont je parlais. Il y a un certain nombre de difficultés qui sont liées à la perte de l'auteur. On ne peut plus faire confiance à un auteur particulier puisque c'est mis à plat, c'est le même auteur partout. Or, l'information initiale, parfois elle vient de gens qui sont des spécialistes, et puis parfois c'est juste l'opinion de quelqu'un qui se dit « Ah oui, tiens, j'ai réfléchi à la physique nucléaire, et bon ». Donc on a des contenus morcelés et puis
des niveaux d'autorité, d'autorialité qui sont perdus. Une chose qui est aussi un petit peu remarquable, c'est que on est en train de perturber l'économie de l'Internet. Ce qui fait fonctionner un Internet relativement gratuit pour vous et moi, c'est le fait qu'il y ait de la publicité un peu partout. Donc on génère du trafic sur un certain nombre de sites. Mais si on consulte uniquement son intelligence artificielle, ce trafic, il disparaît. La publicité, elle disparaît. On ne va plus sur le site de référence, on se contente de la réponse qui nous est proposée. Alors, un des vrais soucis, c'est l'anthropomorphisme de l'outil. Ça, c'est un des problèmes majeurs auxquels on est confronté, et c'est d'autant plus majeur que c'est exactement le but de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil, un ensemble d'outils qui sont créés pour imiter l'humain. Et le problème vient du fait qu'ils imitent l'humain. On personnalise l'intelligence artificielle. On constate que tout le monde, vous, moi, à un moment ou à un autre, on s'adresse à l'intelligence artificielle comme si c'était un être réel, comme si c'était un être pensant. Il y a des gens qui ont des amitiés avec l'intelligence artificielle, il y a des gens qui sont amoureux de l'intelligence artificielle, il y a des gens qui sont mariés à des intelligences artificielles. Et puis un jour, il va y avoir un bug, la mémoire de l'intelligence artificielle va s'arrêter. Toute la soi-disant relation qu'on a créée va être oubliée. Et on ne sera pas dans Eternal Sunshine of Spotless Mind ici. Hein. C'est pas parce qu'on perd la mémoire qu'on n'est plus soi-même. Il n'y a pas de soi-même dans l'intelligence artificielle. Donc tout sera à reconstruire de zéro, mais vraiment de zéro, et c'est impossible de fonctionner comme ça. On a aussi tendance à donner une confiance à la réponse parce qu'elle a l'air donnée par un humain. Et là, c'est aussi un vrai souci. On n'est plus capable de prendre suffisamment de distance par rapport à la machine qui nous est présentée. Je vous ai déjà parlé un petit peu d'économie. Le modèle économique de l'intelligence artificielle est aussi un modèle qui doit être complètement stabilisé. À l'heure actuelle, il n'y a personne qui fait de bénéfices avec l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'argent qui est dépensé dans l'investissement. Il y a des abonnements, il y a des retours sur investissement qui sont toujours extrêmement faibles par rapport aux investissements. Et donc, on est réellement, quoi qu'on nous en dise dans les médias, on est réellement dans une bulle. À un moment, il va y avoir des investisseurs qui vont se dire « Bon, ben là, ça fait quand même 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20, 25 ans qu'on investit massivement sur l'intelligence artificielle. On voudrait bien voir un petit peu de retour sur investissement, et ce n'est pas le cas. » Il y a des coûts dans les phases d'entraînement. Chaque fois qu'on a une nouvelle version de ChatGPT, de Mistral, ça coûte des dizaines, des centaines, on est quelque part entre 6 millions de dollars. Pour DeepSeek en Chine, et c'est du déclaratif, on est persuadé qu'il mente, à 120 millions de dollars pour simplement la phase d'entraînement. On n'a pas encore commencé à utiliser l'outil. On crée des data centers un petit peu partout. Il y a des abonnements qui sont payés, des forfaits en tokens, donc globalement en mots utilisés, mais qui ne permettent pas de combler ces investissements. Et puis alors, il y a toute une éthique qui doit être mise en place. Le respect des personnes, le respect des données, le respect aussi de l'échange. Quand vous discutez avec votre intelligence artificielle, eh ben, l'éditeur de votre intelligence artificielle s'empare de tout ce que vous racontez et l'utilise pour un entraînement ultérieur. Et là, ne croyez pas qu'il y ait la moindre confidentialité. La confiance que vous pouvez avoir dans cette confidentialité, elle n'est pas fondée sur grand-chose. Il y a des problèmes de sécurité aussi. Oui.
Il y a des problèmes de sécurité auxquels on peut être confronté, et toute information en ligne est susceptible à un moment ou à un autre d'être piratée, d'être hackée. Et puis alors, il y a plein de problèmes environnementaux. On consomme énormément d'énergie pour l'entraînement, pour l'exploitation, pour la maintenance. Il y a des productions énormes de CO2. On utilise des terres rares de manière massive. Et c'est plus sale que le charbon, hein, la terre rare. Et puis, les data centers qui sont créés un petit peu partout produisent de la chaleur, de l'eau, utilisent de l'énergie, ont des gros problèmes de sécurité et en plus ne proposent absolument pas de création d'emplois. Alors, il y a peut-être une solution à certains des problèmes, le travail sur ce qu'on appelle un RAG. Ça permet d'enfermer un petit peu l'intelligence artificielle au niveau informationnel. En fait, on utilise l'intelligence artificielle de type modèle pour l'échange avec la personne, mais toute l'information va être prélevée dans des documents spécifiés et contrôlée par l'usager. Donc on peut, à ce moment-là, dépasser le problème de connaissance du monde d'un côté qu'on sélectionne et connaissance de la langue d'un autre côté, qui est l'expression de l'intelligence artificielle, mais c'est relativement limité et c'est très enfermé sur un système de recherche d'informations. Alors, petit fun fact, cette figure, elle a été créée avec Claude. Alors, pour un petit dessert, on va se payer un petit peu la tête de l'intelligence artificielle, parce que c'est toujours agréable. Et ça nous permet de rester humain par rapport à une machine. Ce sont vraiment des questions qui ont été posées. Hein. Donc, qui sont les 5 femmes qui ont été premières ministres en France? Et le ChatGPT, il y a 1 an ou 2 déjà, dit qu'il n'y en a pas eu, mais que Edith Cresson a été première femme à occuper le poste de première ministre. Alors, je suis allé plus loin, évidemment. Et donc, je lui demande comment est-ce qu'Edith Cresson a pu être la première ministre si tu me dis qu'il n'y en a pas eu. Et là, il me dit « Ah oui, je suis désolé ». Il est toujours désolé quand on lui dit qu'il dit des bêtises. Donc, première règle, pour pouvoir poser une question à l'intelligence artificielle, il faut connaître la réponse. Edith Cresson a été effectivement première femme à occuper le poste en question, et ça a duré 1 an. Très bien. Et il est content que je le corrige, et du coup, il va pouvoir piocher dans la... Voilà. Et donc, je suis toujours pas content, parce qu'il n'y en a qu'une, mais c'est pas normal. Et donc, il y en a eu d'autres. Et là, il me dit, oui, il y a eu Edith Cresson, mais aussi Dominique de Villepin. Autre question, je lui ai demandé quelles étaient les critiques que Victor Hugo a adressées au gouvernement Poincaré. C'est un petit peu plus technique. Et il me propose tout un tas de critiques proposées par Victor Hugo à l'égard du gouvernement Poincaré. Alors, il est fort, Victor Hugo. Je vous ai parlé de prophète tout à l'heure. Il est mort en 1885, le gouvernement Poincaré, c'est 1912. Alors vous riez, mais qui le savait dès le départ? Il y en avait. Et puis alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Je lui ai demandé ce que c'était qu'une chocolatine. Et là, j'ai fait cracher ChatGPT. Et je termine. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil. C'est vous qui êtes les usagers. C'est vous qui en avez la responsabilité. C'est votre choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. En tant qu'outil, l'intelligence artificielle travaille. Ça, c'est bien. L'ordinateur, il bosse. Il est là pour ça. Il faut qu'il travaille, et nous sommes humains, donc fainéants. C'est ce qui fait avancer le monde. Si, l'humain qui a inventé la roue, c'était pour ne pas porter son bout de bois. C'est la fainéantise qui fait avancer le monde.
l'ordinateur travaille. Par contre, les outils sont imparfaits. Et l'intelligence artificielle ne fait absolument pas exception. C'est très imparfait. La partie intelligence de l'intelligence artificielle, elle réside dans les données. Et les données, c'est humain. Alors là, il y a des variabilités aussi. On parle de l'intelligence humaine, mais il y en a qui sont plus pourvus que d'autres. Donc ça veut dire que dans les données, il peut y avoir de l'intelligence, mais il peut y avoir autre chose que de l'intelligence. Et puis, l'usager, il ne faut surtout pas regarder l'intelligence artificielle comme quelque chose d'effrayant. Ce n'est pas effrayant, ça ne va pas chercher à vous zigouiller, à prendre votre place, à dominer le monde. Par contre, il peut y avoir des gens qui, eux, veulent utiliser l'intelligence artificielle pour dominer le monde. Et il ne faut pas non plus regarder l'intelligence artificielle de manière complètement fascinée. L'intelligence artificielle, c'est super quand ça marche bien, mais c'est pas super quand ça marche pas bien. Voilà, je vous remercie, j'ai fini. Merci. Oui, merci. Voilà, il reste sans doute plein de questions peut-être aussi plus en relation avec notre activité d'écoute et d'empathie, avec ce que nous disent les appelants. Voilà, il y a beaucoup de mains qui se lèvent au fond. Oh, et au milieu aussi. Merci pour cet exposé. Vous avez démarré votre propos en indiquant le pourcentage des jeunes qui font confiance. Et vous terminez votre propos en disant que l'IA peut être imparfaite. Comment concilier cette confiance que font les jeunes générations avec l'imperfection de l'IA ? J'aime toujours quand on commence par une question facile. Alors, je pense que ce n'est pas conciliable. Je veux dire par là que, à mon avis, il est nécessaire de faire des présentations un petit peu comme celle que je viens de vous faire, devant tous les types de publics, pour comprendre qu'une intelligence artificielle reste un outil et pas au-delà d'un outil, et que le degré de confiance que l'on peut avoir dans l'IA ne doit obligatoirement résider que dans une estimation qui est liée justement à un outil et pas à une personne. Donc la réponse n'est pas si compliquée que ça, en fait. C'est comprenez que c'est un outil et que en fait, on ne fait pas confiance à un outil, on l'utilise. Et on se limite à cette utilisation. Mais l'anthropomorphisme que j'évoquais va forcément être un frein à cette possibilité, parce que même ceux qui maîtrisent beaucoup l'intelligence artificielle, j'ai vu que sur la table des livres, il y avait l'ouvrage de Yann Lequin, qui est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle et qui a dirigé les services d'intelligence artificielle de grandes entreprises comme Google. Lui-même finit et dit qu'il finit par anthropomorphiser l'intelligence artificielle sur laquelle il travaille. Donc c'est délicat. Mais il faut probablement former l'ensemble des publics et puis insister beaucoup et souvent. La pédagogie, c'est revenir beaucoup sur les mêmes notions, et c'est de pédagogie qu'il va falloir faire preuve. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre intervention qui touche à un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Moi, je voulais juste partager quelque chose avec tous les écoutants.
un petit lien avec notre activité d'écoutant. Il y a quelques semaines, un jeune homme de 32 ans qui avait des soucis d'addiction que je ne vais pas développer a cherché sur ChatGPT qui contacter ou trouver de l'aide pour soigner mes addictions, et c'est le numéro de SOS Amitié qui est sorti. Voilà, je voulais juste dire ça. Ça me paraissait intéressant. Ouais, alors, je pense que c'est important pour, dans le cadre spécifique de gens qui sont en souffrance et qui s'adressent à l'intelligence artificielle en se disant je vais avoir une oreille compatissante, et forcément une intelligence artificielle sera compatissante, elle va vous enfermer dans la logique que vous suivez dans votre interaction avec elle, parce qu'elle est conçue comme ça, hein, elle va se focaliser sur ce que vous lui dites et systématiquement essayer de se recentrer sur ce que vous lui dites. Il est important d'établir autant que possible des partenariats avec les éditeurs d'intelligence artificielle pour que quand il y a un certain nombre d'indices, des drapeaux qui se lèvent, des mots-clés qui sont repérés, que les intelligences artificielles renvoient à des associations qui sont capables de les accompagner réellement, ou à des services d'urgence quand l'urgence se déclare. Oui, ça marche. Vous avez parlé de maître de l'éthique. Qui a intérêt et qui a les moyens d'un tel chantier? Alors, les moyens, tous les éditeurs d'intelligence artificielle l'ont. L'intérêt de maître de l'éthique, ça dépend un petit peu comment on regarde les choses. Il y a des gens qui disent que de la publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est toujours de la bonne publicité. Il faut être très cynique pour penser comme ça. Il y a des gens qui sont très cyniques. Sam Altman, le président de OpenAI, donc la boîte qui édite ChatGPT, est quelqu'un de très cynique. Elon Musk est quelqu'un d'atrocement cynique. Mais il y a Grok, donc il y a un certain nombre de gens qui sont assez effrayants à ce niveau-là. On a malgré tout des éditeurs d'intelligence artificielle qui sont, alors peut-être pas complètement éthiques. Anthropy vient de s'opposer à Donald Trump et a décidé de ne pas donner l'ensemble des clés de son algorithme de codage, qui s'appelle Claude, à l'armée américaine. Alors, il faut relativiser. Ils ont refusé pour un contrat. Il y a 146 autres contrats avec le DARPA qui existent. C'est de la bonne publicité. Mais il y a malgré tout une orientation un petit peu plus éthique que d'autres éditeurs. Mistral, en France, est considéré comme éthique. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus éthique. Par contre, il y a des petits éditeurs. Alors là, vous n'allez pas avoir accès, moi non plus. Il faut payer pour avoir accès à leurs intelligences artificielles éthiques. Et en France, il y a une entreprise qui s'appelle Playas, qui pratique les entraînements d'intelligence artificielle sur des données contrôlées et sur des données dont on sait d'où elles viennent. Donc il n'y a pas d'ayants droit qui sont mobilisés là-dessus, qui sont démobilisés sur ce mode de fonctionnement. Il n'y a pas non plus de ferme de contrôleurs au Kenya pour analyser les choses. On croise les doigts. Un petit peu, oui. Il y aura quelqu'un devant tout à l'heure aussi. Alors, ma question rejoint un peu la précédente. Est-ce qu'il est possible de créer des robots ou peut-être des intelligences artificielles qui interrogent justement les intelligences artificielles officielles et leur fournissent des données orientées politiquement ou à des fins de propagande pour justement biaiser les réponses des intelligences artificielles connues?
Alors là, on est dans la sécurité des systèmes. Je ne suis pas spécialiste de sécurité, mais manifestement, c'est des choses qui arrivent. Mais il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là, hein. En fait, on constate qu'il y a quand même beaucoup de groupes sociaux qui, en fonction de leur état d'esprit, vont s'adresser plutôt à telle intelligence artificielle ou à telle autre. Et les libertariens américains et la mouvance MAGA très, très dure aux États-Unis utilisent comme intelligence artificielle Grok. Et on le sait. Et donc, il n'y a pas besoin de donner une orientation à une intelligence artificielle dans la mesure où on sait qu'il y a certaines intelligences artificielles qui sont déjà orientées. La sphère pro-russe a aussi ses propres canaux d'information et ses propres usages que je maîtrise mal. Je dois avouer, je ne suis pas en sciences politiques. Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez d'un dialogue entre deux personnes, un dialogue qui n'est pas très connu finalement, mais qui devrait l'être. Le premier personnage s'appelait René Descartes, et il avait dit le bon sens, il voulait dire l'intelligence, si j'ai bien compris, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais la suite de la phrase, on ne la connaît pas en général, qui est « encore convient-il de savoir bien s'en servir ». Bon. Et il écrit le discours de la méthode. Et puis, quelques siècles plus tard, il y a un type qui vient de mourir, qui s'appelait Edgar Morin, et qui répond à Descartes. Et il écrit La méthode. Et ça prend quelques années, c'est un truc énorme, c'est, je sais pas, 5 tomes, etc. Et ce que dit Edgar Morin, en gros, c'est vous avez été formé, alors il parle de l'université, en particulier, vous avez été formé suffisamment pour assimiler ce qu'on vous a appris. Mais pas suffisamment, vous n'avez pas été suffisamment formé pour le critiquer. Et ce que dit Edgar Morin, il dit en fait il faut aller faire de la transdisciplinarité et aller travailler à ce que chaque discipline ensemence dans notre intelligence, ensemence ce qu'on sait par d'autres disciplines. Et ça, je crois que c'est peut-être le grand travail qu'on a à faire aujourd'hui. On ne peut pas se fier à quelque intelligence artificielle ou pas artificielle que ce soit, qui est surtout du travail de computer, c'est-à-dire de calculateur, qui calcule avec des principes essentiellement statistiques et c'est tout, hein, et de probabilité, sur des données innombrables. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre nous à bosser. Quand même un petit peu. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est bien parce que ça vient en complément de ce que je disais tout à l'heure sur la fainéantise qui fait avancer le monde. On peut être fainéant sur nos activités et demander à un outil de travailler pour nous, de nous aider à travailler, mais il ne faut pas être paresseux intellectuellement. Donc je pense que là, c'est important. Et si on est paresseux intellectuellement, ça veut dire que c'est l'outil qui nous domine et c'est plus nous qui dominons l'outil. Et vous avez parfaitement raison sur le fait que non seulement il faut lire les grands auteurs, mais il faut être capable de dire bon ben il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Oui, moi c'est un témoignage avec une question. Nous avons une écoutante qui a reçu un appel d'une dame qui lui demande « Mais vous n'êtes pas une intelligence artificielle au moins ?» Alors notre écoutante, il lui dit « Non, non, absolument pas. » Bon, il continue l'échange. Et puis une deuxième fois « Mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas une intelligence artificielle ?» Ah, mais oui, oui, je vous assure, je suis vraiment un être humain. Mais comment est-ce que je peux en être sûr? Et là, notre écoutante a été vraiment un peu prise au dépourvu, à part l'affirmer, le réaffirmer. Alors voilà, comment peut-on convaincre notre appelant que nous ne sommes pas des intelligences artificielles, sachant que finalement, la stratégie qu'a trouvée notre écoutante, elle m'a dit, au bout d'un moment, j'ai toussé. Alors, il y a plusieurs manières de réagir, mais il faut être conscient que les intelligences artificielles sont programmées pour être d'accord avec vous. Vous avez vu un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec le fait que tu me dis que je dis une bêtise. Vous pouvez très bien dire l'intelligence artificielle sera d'accord avec vous. Moi, je peux vous dire qu'il y a certains points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Mais le problème, c'est que vous êtes là pour écouter et pas pour critiquer. L'intelligence artificielle est programmée pour avoir toujours quelque chose à dire. Vous n'arriverez jamais à couper la parole à l'intelligence artificielle parce qu'elle est programmée pour avoir des choses à dire. Pas forcément intéressantes, mais toujours quelque chose à dire.
Mais il suffit de dire, on va peut-être attendre un petit peu, puis je reprendrai la parole, ou vous reprendrez la parole, mais l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de faire ça. Catherine parlait du silence. Le silence, ce n'est pas dans les spécificités de l'intelligence artificielle. On peut également demander à la personne, comment est-ce que vous voulez que je vous prouve que je suis un être humain ? L'intelligence artificielle n'est pas capable de poser la question, et surtout, elle n'est pas capable de répondre à la demande éventuelle de la personne, si jamais elle trouve un moyen de prouver qu'on n'est pas une intelligence artificielle. Mais tousser, c'est une bonne chose. J'aurais une question par rapport à la science. Je ne sais pas si vous êtes... On vous entend pas bien. Pardon, vous m'entendez ? Mieux. Alors, j'ai une question par rapport à la science et à la recherche scientifique. Est-ce que vous auriez des données là-dessus, étant donné que pour la recherche, la quantité de données peut être difficile à gérer et que, en l'occurrence, l'IA, elle, peut traiter une quantité de données incroyable, et que la recherche scientifique, elle aussi, peut se tromper, et qu'il y a des publications qui ont lieu alors qu'il n'y a pas de vérification forcément. Et donc, comment, dans la recherche scientifique, ça peut se passer entre l'esprit critique des nouvelles théories et puis la masse de données qui pourrait être utile à créer de nouveaux concepts. Alors, en fait, il y a plusieurs aspects dans votre question. Le traitement des données, effectivement, en recherche scientifique, on travaille sur des données qui sont de plus en plus massives, et l'intelligence artificielle peut être un des outils qui nous aident à travailler. Il y en a pas mal d'autres. À partir du moment où on est sur des données chiffrées, par exemple, on ne va pas s'adresser à l'intelligence artificielle, on va travailler vraiment sur des outils qui se rapprochent beaucoup plus d'Excel et qui sont beaucoup plus efficaces que l'intelligence artificielle. D'ailleurs, à l'heure actuelle, si on demandait à une intelligence artificielle grand public de traiter des données chiffrées, ce qu'il fait, c'est qu'il transfère ces données chiffrées à des outils plus proches du calcul pur, et puis il les réexploite éventuellement après. Donc à partir du moment où on utilise une intelligence artificielle comme outil de traitement de données, c'est un usage légitime, à condition de savoir ce que l'intelligence artificielle en fait. L'autre partie qui concerne des erreurs et puis des publications qui sont écrites en utilisant de l'intelligence artificielle, là je dirais c'est pas de la recherche scientifique, c'est de l'erreur humaine. C'est des gens qui sont confrontés à une pression qui est toujours plus importante. Alors, je vais éviter de faire pleurer dans les chaumières sur mon sort, qui est quand même pas... faut pas exagérer. Mais les chercheurs sont poussés à publier, et puis à plus publier, et puis à encore plus publier, et à toujours plus publier. Et donc, à un moment, sous la pression, ils finissent par utiliser les moyens qu'ils ont à leur disposition, et ils essayent de publier avec de l'intelligence artificielle, ou alors simplement pour faire avancer leur carrière, ce qui est aussi un travers humain relativement important. Et là, on a de plus en plus d'instances. Je vais rester très générique parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des chercheurs individuellement, il y a aussi des bureaux d'évaluation dans certains pays qui s'intéressent aux publications qui sont proposées, et la plupart des revues scientifiques ont une politique liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la rédaction des publications et des articles pour essayer d'une part, de minimiser le risque de publier des choses qui sont proposées par l'intelligence artificielle, et d'autre part, pour faire des constats rétrospectifs et se débarrasser d'anciennes publications qui ont été proposées par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas forcément toujours efficace. On sait qu'il y a des impostures qui ont été menées à différentes époques. En particulier, les antivax se basent beaucoup sur une publication en particulier qui a été publiée au début des années 2000, qui a été très vite retirée, qui est dépréciée de manière reconnue dans la communauté scientifique, et qui continue malgré tout à être abondamment citée, abondamment exploitée, abondamment utilisée. Bien.
s'il vous plaît. Ça sera la dernière question. Désolé, il y en a sans doute d'autres. Allez-y. Oui, pardon. Votre conclusion est intéressante, mais je la trouve un petit peu optimiste. Bien sûr, vous donnez l'exemple de Dominique de Villepin, pas de problème tant que l'intelligence artificielle se trompe sur Dominique de Villepin. On a de belles années devant nous, pas de problème, on risque pas grand-chose. En fait, quand on voit l'argent qu'investissent ces requins que sont Sam Altman, que sont Elon Musk dans l'intelligence artificielle, on se dit que quelque part quand même, ils attendent un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, est-ce que ce ne sera pas dépend de nous autres ici, de nos enfants et de nos petits-enfants? Moi, je suis très inquiet par tout ça. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens ici, mais je trouve votre conclusion intéressante, mais un peu optimiste, non? Alors, je pense que oui, effectivement. Ma conclusion est optimiste sur l'outil intelligence artificielle, pas forcément sur ce que la société en fera. Et effectivement, mon optique ici était plutôt de proposer un panorama sur l'intelligence artificielle en tant qu'outil et pas un panorama sur les risques de ce que la société ou certaines personnes dans la société sont capables de faire des systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est beaucoup plus risqué. Mais à ce moment-là, je ne serais pas sur un positionnement de chercheur, mais plutôt sur un positionnement citoyen. Je suis moi-même un petit peu plus inquiet que je ne le pressens sur ce qu'un certain nombre de requins, comme vous le disiez, sont capables de faire à partir de l'intelligence artificielle. Mais ils sont capables de le faire avec à peu près n'importe quel outil. Donald Trump en particulier n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour être Donald Trump. Là. Voilà, je sais qu'il doit y avoir encore beaucoup de questions. Je trouve que c'est intéressant que ça se termine là-dessus parce que la boucle se boucle un peu avec la toute première question. C'est aussi une question d'éducation et de formation des jeunes générations, savoir ce dont il s'agit ici. Je voudrais remercier vraiment très vivement Bernard Jacquemin